Et pour lancer le débat peut-être, pour commencer, donc on vient de voir là l'excellent travail documentaire de Street Press, peut-être une question à tous. Selon vous, ce mouvement de violence policière, de répression d'État, depuis quand il date? Est-ce qu'il y a des dates clés selon vous? Voilà, d'une manière un petit peu temporelle, quels ont été les moments un peu marquants de l'évolution, de la mise en place de la doctrine des forces de l'ordre et aussi de l'évolution du dispositif législatif? Peut-être David pour commencer Alors moi je vais en profiter du coup pour vous dire que ces violences policières, nous dans les quartiers populaires, existent depuis plus de 30 ans. C'est pas une découverte. Donc c'est aussi pourquoi je suis content de voir aujourd'hui que les gilets jaunes, que différentes personnes qui ont été victimes de violences policières, que ce soit pour la loi travail ou autre, aujourd'hui comprennent un peu ce que les jeunes de quartier vivent depuis plusieurs années, depuis plus de 30 ans, au quotidien. Et c'est ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, des gens ont décidé d'aller manifester, ont découvert ce que faisaient les policiers depuis plusieurs années. Et ces mêmes personnes qui, à chaque fois qu'on parlait des jeunes de quartier, disaient toujours, ben voilà, c'est encore de leur faute, et c'était jamais de la faute des policiers. Aujourd'hui, je suis pas content, mais heureux qu'on puisse enfin se réunir tous ensemble. Je ne suis pas spécialement du quartier, mais en tout cas, je suis là pour eux. Je pense à eux. Je sais qu'ils ont du mal à se déplacer. Donc, en tout cas, sachez que c'est au quotidien. Ils en ont parlé beaucoup dans le document. J'ai l'impression que les quartiers sont des laboratoires. On teste tout, on teste tout sur nous. Puisque, voilà, il n'y a jamais rien derrière. Voilà. C'est comme ça que j'ai perdu mon frère. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là pour ça, pour qu'on puisse être tous ensemble, puisqu'on a le même combat, c'est les mêmes violences policières. On a parlé beaucoup des blessés. Cette année, je crois qu'il y a plus de 30 morts, voilà, dans l'indifférence. Des gens qui sont morts. Voilà, les témoignages des gens qui disent qu'ils sont seuls à vivre au quotidien. Moi, je le vis. Voilà, ça fait 4 ans, j'ai pas fait le deuil. On n'a rien demandé. Et maintenant, c'est toute ma famille entière qui subissent encore cet acharnement. Donc voilà, je voulais juste vous dire que pour moi, en tout cas, c'est pas nouveau. Et ça fait plus de 30 ans que, voilà, la BAC qui a été créée pour les quartiers, c'est au quotidien, au quotidien, au quotidien, au quotidien. C'est un centre d'entraînement pour eux. Voilà, on est un laboratoire. Et c'est en train d'arriver maintenant pour les manifestants. David, peut-être tu as travaillé sur la question des violences policières. Tu travailles sur cette question-là depuis longtemps? Une réaction? Ah oui, depuis plus de 20 ans. Donc je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, les violences policières ne sont pas nées le 17 novembre 2018, ça c'est très très clair. Il y a parmi les dates clés, je pense que la date de 2005 est extrêmement importante. Ziad Ebouna, évidemment, mais en fait 2 jours avant, sur la dalle d'Argenteuil, vous vous souvenez sans doute, la fameuse phrase de Sarkozy sur « je vais vous en débarrasser des racailles ». En fait, cette phrase n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe 1 heure après, où il se rend dans le commissariat d'Argenteuil, où il va... C'est complètement ironique que je parle là devant les gilets jaunes, où Sarkozy va dire que puisque les manifestations, grosso modo à la papa, sont tranquilles, il n'y a plus besoin tellement des CRS et des gendarmes mobiles et qu'il va les déplacer. Et donc on va rejoindre ce qui vient d'être dit. Ils vont être déplacés dans les quartiers. Ça s'appelait sécuriser les cités. Et à partir de 2005, alors il se trouve que donc 2 jours plus tard, ça n'a aucun rapport. Il y a Cléchy, Ziad Ebouna qui décède dans le transfo, et Muhitine qui est blessé, qui est grièvement brûlé, puis les révoltes sociales ou les émeutes selon le point de vue qu'on a en 2005.
Mais en fait, dès quelques jours avant, il y a cette idée que les corps constitués de maintien de l'ordre, dont c'est le métier depuis à peu près la sortie de la guerre, 1947, pour ce qui est des CRS, c'est la création des CRS, c'est 46-47, ils sont déployés en fait pour sécuriser, je mets des guillemets évidemment, sécuriser les quartiers populaires. Et à ce moment-là, il y a effectivement des habitus, il y a effectivement des choses qui se passent entre la BAC, qui est, le film le montre très bien, créé en 71 pour la Seine-Saint-Denis, puis répandu un peu partout dans toute la France, eh bien il va y avoir un échange de savoir-faire entre CRS, gendarmes mobiles et BAC. Et là, d'une certaine manière, c'est ce qu'on va voir à l'œuvre de manière extrêmement flagrante depuis novembre 2018, mais qu'en réalité existait déjà depuis la loi travail, depuis les ZAD, depuis Nuit debout, etc. Grosso modo, la grande modification, c'est donc en 2005, cette idée que BAC et CRS gendarmes mobiles vont travailler main dans la main, si je puis dire, et ensuite dans les quartiers, et ensuite vont se retrouver dans les manifestations de maintien de l'ordre répressif. Social, pardon. Parce qu'il y a différents types de maintien de l'ordre. Il y a le maintien de l'ordre festif, hein, n'est-ce pas, quand il y a des spectacles, eh bien, il y a des policiers. Eh bien, on voit aussi que le 21 juin 2019, à Nantes, eh bien, voilà, on est dans un continuum. On voit que, eh bien, BAC, CSI, puis les CRS arrivent presque trop tard, plus tard. Steve meurt dans la Loire, chargé, parce que ça ne fait aucun doute pour personne, sauf pour l'IGPN, chargé par la police qui voulait éteindre les DJ. Et donc on voit ces différents corps de police, dont certains sont plus entraînés, plus formés, plus équipés que d'autres, ce qui n'empêche pas forcément ceux qui sont bien entraînés, bien équipés et bien formés d'agir salement. Mais disons que le point noir absolu, en tout cas pour ce qui est des gilets jaunes, on le voit très très bien, c'est évidemment l'utilisation massive. Et à Bordeaux, je pense qu'on va en parler, ça a été le cas de nombreux samedis, l'utilisation massive des BAC. Et la BAC, après je passe la parole, mais la BAC, parce que sinon je parle toute la nuit. Donc la BAC, en gros, c'est une vision du monde qui est celle de tous délinquants, tous criminels. Donc dans les quartiers, ils sont forcément criminels. Ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont criminels. C'est ça l'état d'esprit. Et donc les mêmes hommes, quand ils se retrouvent, hommes ou femmes, quand ils se retrouvent devant des manifestants, en fait, pour aller très vite, c'est un peu schématique, mais leur vision du monde, c'est que ce n'est pas un manifestant, c'est un délinquant, c'est un casseur, c'est un séditieux, c'est un factieux. Et c'est le discours qu'on va avoir pendant des mois par Emmanuel Macron, Christophe Castaner, Laurent Nunez. Et donc là, je pense qu'il faudra qu'on aborde à un moment donné, après je vous laisse la parole, la question du politique. Car elle est centrale. C'est-à-dire que qui donne le feu vert, c'est bien tout en haut. C'est bien tout en haut. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, on y reviendra un petit peu plus tard, mais Myriam, peut-être un regard, toi qui as au moins 10 ans d'observation des différents mouvements sur des dates clés d'évolution des dispositifs de maintien de l'ordre. Alors moi je donnerai 2 dates, une qui nous concerne tous et qui est un peu symptomatique de l'époque dans laquelle on vit, c'est 1986, Malik Oussekine. Moi, j'ai 14 ans à ce moment-là, c'est mon premier mouvement social. Je suis là dans la rue, je suis super contente. Et puis, pouf, Malik Oussekine. Mais quand Malik Oussekine décède, suite à sa rencontre malencontreuse avec les forces du désordre, il y a du monde dans la rue qui descend pour Malik Oussekine. On est encore capable d'être tous ensemble à s'indigner de la mort de Malik Oussekine. Comme le disait la Sana, cette année, c'est entre 30 et 34 morts qui ont été recensés par les divers collectifs anti-répression.
Et à part pour Steve, on n'a pas pu vraiment descendre dans la rue, on ne s'est pas mobilisé pour Zineb, on ne s'est pas mobilisé pour tous les autres dont on ne connaît même pas le nom. Donc pour moi, c'est vraiment symptomatique du tissu social qui s'est émietté, et que le collectif Adama, à travers ses différentes actions de soutien, en dehors des banlieues, sur les piquets de grève, avec le mouvement des Gilets jaunes, essaie de reconstruire. Et puis la deuxième date, c'est 2001, les attentats du 11 septembre, qui vont opérer sur nos soi-disant démocraties un virage qui va permettre la répression, de par cet ennemi intérieur que nous sommes tous devenus potentiellement, de lois de plus en plus répressives. Donc voilà. Pierre-Antoine, peut-être que tu peux réagir là-dessus, sur l'évolution des dispositifs législatifs, pour le coup, la manière dont voilà, l'encadrement légal a évolué depuis 86. Sur l'aspect législatif, ça fait quelques années que l'arsenal judiciaire contre contre beaucoup de formes d'expression, il s'est consolidé. Il y a effectivement, on a parlé de la loi de 2010 avec le groupement, l'infraction du groupement participation volontaire en vue de commettre des dégradations et des violences. Et puis il y en a tout un tas d'autres. En fait, on pourrait tous les ans, on pourrait trouver des choses. Il y a Raphaël Kempf qui a fait un petit livre sur les lois scélérates, qui rappelle l'histoire des lois scélérates, qui remonte déjà au 19e siècle. C'est des lois qu'on utilise, que le pouvoir va faire passer à l'occasion d'un fait pour justifier. Regardez, on fait quelque chose, donc on va être on va rien tolérer de ces actes. Et en fait, ces lois, elles vont permettre la répression d'actes qui n'étaient pas prévus pour ça au départ. Là récemment, petite chose, on pensait, il y a une personne qui a été condamnée parce qu'elle a filmé des policiers en train de taper des gens. Et en fait, ils sont allés chercher la loi, je ne sais plus de sa date, mais qui avait été prévue pour les personnes qui filmaient, s'amusaient de filmer les gens, la peace slapping là, sur les réseaux sociaux. Donc il y avait les jeunes qui s'amusaient à ça, à taper les gens, leurs camarades, à le filmer, à le diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, ils vont faire une loi, on va sanctionner le fait de filmer des violences commises. Bon. Et alors, bonne intention à la base, pourquoi pas, c'était l'idée de ne pas encourager à ce que ça se produise. Bon, maintenant, vous filmez des policiers en train de taper des manifestants pour reporter des violations des droits humains, et on commence à vous dire, mais finalement, voilà. Et en fait, ce type de loi, elles peuvent être appliquées plein de fois. Et bon, il y en aurait plein, on n'aurait pas le temps de tout citer, hein. Et est-ce que c'est un petit peu les mêmes lois qui sont en train de s'appliquer aussi à la liberté de la presse? On voit notamment les situations qu'il y a eu sur les reporters indépendants qui ne sont pas forcément titulaires de la carte de presse. Est-ce que voilà, c'est le même genre de dérive qui arrive ou pas? Ils utilisent ça contre tout le monde. En fait, ils partent du principe que en fait, tout le monde, quelle que soit votre position dans la manifestation, finalement, c'est pareil. Vous lancez un pavé, vous en lancez pas. Vous êtes manifestant, vous êtes un passant. Vous êtes et ça, on le voit. Nous, on le voit. Je vais parler de ce qu'on voit nous en tant qu'observateurs. Camille Yalu, ils sont allés la chercher pour délit d'entrave à la circulation. Camille Yalu, elle filmait notamment la BAC à Montpellier, donc elle était vraiment allée suivre tout le temps, donc ils commençaient à pas trop la supporter, et ils l'ont identifiée au milieu d'une route en train d'observer, et donc ils lui ont collé ils sont allés la mettre en garde à vue, etc. Elle est passée en procès pour délit d'entrave à la circulation. Même le juge a dit, il y a quelque chose de pas normal dans cette procédure. Le juge a dit, en fin de compte, ils ont d'abord identifié Camille et ensuite ils sont allés chercher une infraction. Bon. Et alors que normalement on fait l'inverse, on constate une infraction et ensuite on va voilà. Et c'est délit d'entrave à la circulation. Bon, voilà, c'est le moment où on a traversé la route, quoi. Donc en fait ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent quand ils veulent réprimer. Moi je pense que ce qui joue, c'est l'impact médiatique derrière. C'est-à-dire quelle est notre force pour que derrière, en fait, ils se rendent compte que ils vont avoir une machine qui va leur faire peur. C'est le rapport de force. Donc, si c'est TF1, ils vont pas avoir de problème.
Si c'est un journaliste indépendant, il va avoir beaucoup plus de problèmes. Voilà. Et la carte de presse, ça revient tout le temps, nous on le voit, ils disent il faut une carte de presse, non. Et est-ce qu'il y a une évolution vraiment notable ? Quel changement il y a eu depuis le début de ce quinquennat ? Je pense que de toute façon c'est la politique du maintien de l'ordre. À Bordeaux, je vais parler de Bordeaux parce que c'est là où j'étais observateur et c'est ce qui... C'était intéressant parce que Bordeaux, c'est pas une ville dans laquelle il y avait des grosses violences en manifestation. Il pouvait y avoir des petites confrontations. Je vais pas commenter le niveau de violence, mais voilà. J'ai un exemple, moi, pour vous dire comment ça pouvait se passer. Ça devait être pendant la loi travail. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de cette manifestation. On était cours de l'intendance. Et il y a un jeune qui lance de la peinture sur une banque. La BAC va le chercher dans la manifestation. La manifestation revient, fait demi-tour, elle va réclamer à ce que soit libéré le manifestant. Les dockers de la CGT arrivent, se placent devant la police, leur fait un AK. Ils l'ont libéré. Il y a eu un peu de gaz lacrymogène, mais ils l'ont libéré. Pourtant, on aurait pu dire, si on prend les codes de lecture de ce qui se passe aujourd'hui, c'était extrêmement violent. Voilà, c'est quand même impressionnant, des dockers qui font un AK. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre du refus de... il y a une intolérance à la moindre provocation. Et ça, c'est les discours des politiques qui, clairement, vont dire nous serons intolérants, nous ne laisserons rien passer, etc. Et on le voit, nous, à Bordeaux, avec notre très regretté préfet, c'était Didier Lallemand. Merci. Ouais. David, peut-être. Et alors, attends, parce que moi, je suis reparti à Paris la même période que Didier Lallemand et Alain Juppé. Il t'a suivi. Bon, aparté. Et alors, du coup, alors c'est pas forcément mieux sur d'autres sujets. Mais Didier Lallemand, il a un discours. Nous, on le sait avant même que les mouvements des Gilets jaunes, que c'est un dur. Et on a déjà. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on crée l'Observatoire. C'est un dur et il a un discours qui est très dur et qui est très agressif. Et on l'a analysé parce qu'il veut rien laisser passer. Il parade devant les tanks. C'est leurs tanks, là, enfin leurs blindés, et il dit nous voulons que ça ait un effet dissuasif. Et ils vont être ça comme ça tout le temps. La veille, je vais finir là-dessus, mais ce qui se passe pour Olivier Béziade, la veille, il y a Laurent Nunez et lui qui sont à Bordeaux et qui ont un discours extrêmement offensif dans les médias, mais aussi, on sait, parce que c'est sa pratique à Didier Lallemand, dans les briefings, etc. C'est pas étonnant ce qui se passe. Enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. David Dufresne, peut-être, toi, tu as documenté énormément ce qui s'est passé justement sur les évolutions. Quelles évolutions depuis le début du quinquennat ? Alors, il y a des évolutions législatives, puisqu'en avril 2019, il y a eu la loi anti-casseurs qui a été en partie retoquée, mais seulement en partie. Il y a l'extrême demande de la répression judiciaire, qui est moins visible, qui n'est pas filmée, qui n'est pas photographiée, etc., qui s'est donc abattue de manière massive, puisqu'on a eu des milliers d'interpellations et des centaines d'incarcérations là je parle des Gilets jaunes. On a le retour d'armement qui avait été oublié, donc les voltigeurs, Malik Oussekine. Là, c'est très clair. Je veux dire, 86, les voltigeurs sont dissous après la mort de Malik Oussekine, et finalement, on les voit réapparaître avec d'abord le DAR, ensuite les Braves, qu'importe. Voilà, l'utilisation des blindés. Blindés dont j'ai vu qu'en fait, ils étaient venus à Beaumont-sur-Oise il y a 1 an ou 2, je crois. Voilà, c'est l'armée. Voilà. Et là, pour le coup, on est dans une rupture, mais totale, avec le maintien de l'ordre,
puisque l'idée du maintien de l'ordre depuis le sortir de la guerre, c'est que justement, ce ne soit plus militaire, ce soit policier. Et pourquoi ? Parce que c'est l'autorité civile, donc c'est le préfet, d'où l'importance d'observer les préfets. C'est le préfet, détenteur de l'autorité civile, représentant de l'État régionalement ou départementalement, etc. Et donc, effectivement, l'utilisation de blindés, vraiment pour des raisons théâtrales, uniquement. Je veux dire que les blindés légers sur les Champs-Élysées, c'est vraiment fait pour BFM. Je veux dire, il faut être très clair. Ça n'a aucun intérêt stratégique ou tactique. Mais c'est fait aussi pour figer, pour décourager. Et là, il y a eu, par ce gouvernement, un pari qu'on n'aurait peut-être pas forcément attendu d'un gouvernement centriste, qui est le pari de la peur, du découragement. Et c'est un gouvernement qui, à l'heure où on se parle, non mais centriste, on s'entend. Je veux dire, tout le monde a compris. Non mais c'est intéressant parce que je pense que justement la politique qui est à l'œuvre n'est pas du tout une politique centriste, mais elle est vendue comme une politique centriste. Elle est vendue comme du bon sens. Elle est vendue comme de l'état de droit. Et ça passe. Tu disais qu'on n'était pas 440 000 dans la rue, comme après Malik Oussekine. Excusez-moi, on était 440 000 en décembre 86. J'ai l'impression que la salle réclame le micro, oui. Et ma bonne fée, notre bonne fée Tabata nous fait signe qu'il est l'heure de l'heure passée. Donc si vous avez envie de poser des questions justement sur cette partie-là, n'hésitez pas. Ah oui. Bonjour. Non, ouais, mais enfin tout ce qu'ils disent est très vrai. Et de toute façon, ils sont plus compétents que moi. Ils font ça depuis plus longtemps que moi. Donc c'est vrai que parmi les dates effectivement qui ont compté. Moi, il y a eu ma prise de conscience sur tout ça, parce que je faisais partie de ces gens qui savaient que il y avait des violences dans les quartiers, qui savaient plus ou moins qu'il y avait des violences dans les ZAD et dans les manifestations, mais qui n'étaient pas trop au courant, qui se disaient ça me concerne pas trop, tout ça. Puis vient le 8 décembre, et d'un coup, la réalité vous arrive en plein milieu de la gueule, et vous vous rendez compte... que non seulement votre cas il est pas unique, vous n'êtes pas le martyr de la France ou quoi du tout, non, vous êtes juste dans la longue tradition du maintien de l'ordre à la française. Donc ça, pour moi, ça a été effectivement le 8 décembre une date importante. Et je pense qu'une autre date importante, c'est une qu'on n'a pas beaucoup exprimée parce qu'en fait elle n'a pas encore eu lieu. C'est le moment où on va, à force de banaliser cette violence, à force d'effacer de plus en plus la limite entre les armes de la police et les armes des soldats, à force de vouloir durcir toujours plus la répression, on va appeler un chat à chat, c'est le moment où on va commencer à tirer à balles réelles. On a bien sûr entendu Zineb El Razaoui, il me semble. Oui, c'est ça. Qui a invité à tirer à balles réelles, mais c'est pas la seule à utiliser ce discours. C'est juste la plus récente et la plus utilisée. Luc Ferry, voilà, on connaît ça aussi. Et plus ce discours va plus on va s'habituer à la violence, plus on va se dire que maintenant, quand quelqu'un se prend un coup de matraque dans la gueule, on se dit ça va, il a encore ses deux mains et ses deux yeux, alors que déjà à la base c'est quand même un problème. Et le problème, c'est que petit à petit, on est en train de s'habituer à toujours plus de violence, et ça rentre dans notre quotidien, alors que c'est des trucs qui, il y a 20 ans, déjà étaient inadmissibles, et le sont toujours autant. Donc le jour où ils tireront à balles réelles, je ne sais pas de ce qui se passera, j'espère que ça... Voilà, bon. Lassana, peut-être une date avant qu'on passe le micro à la salle ? Alors moi, j'ai pas une date en particulier, mais voilà, moi, tout ça en ce qui me concerne, aujourd'hui, j'ai peur de la police. Je me protège de la police, malgré ce qu'on a pu entendre. Ils sont là pour nous défendre, mais moi, dans mon cas particulier, puisque ça dure depuis 4 ans, j'ai peur de la police, et c'est malheureux qu'aujourd'hui on soit dans cette situation-là en n'ayant rien à se reprocher. Aujourd'hui, je les évite. Tout à l'heure, dans le film, elle disait tiens, je vois un cordon de police, mais pour me protéger, je m'écarte. Mais on va où, quoi ?
Normalement, on se rapproche d'eux pour être protégés. Donc là, on est dans une dérive, ça va trop loin. Et il n'y a que tous ensemble qu'on va éventuellement pouvoir faire quelque chose. Ce qu'il disait tout à l'heure aussi, voilà, moi aussi, j'ai pris conscience, malheureusement, à cause d'un drame. Et j'étais pas militant avant. Et je ne prenais pas le temps, comme vous, ce soir, de participer à des événements comme ça. Aujourd'hui, je suis militant, je vais dire jusqu'à la mort. Ils ont fait le pire. Ils peuvent pas faire pire que ce qu'ils nous ont fait à nous, c'est-à-dire ôter la vie. Donc nous, on sera là jusqu'à la fin. Voilà, et avec vous, surtout grâce à vous. Voilà, j'en profite vite fait pour remercier Mimi. Voilà, c'est grâce à des gens comme ça qu'on est encore là. Parce que, comme disait Antoine et comme disait Vanessa, on se sent seul. On se sent seul dans cette situation-là et on ne comprend pas pourquoi tous les gens ne se rebellent pas, puisque c'est quand on le vit. Voilà. Donc n'attendez pas qu'il se passe quelque chose dans votre entourage proche. Voilà, militez, soutenez les gens qui en ont besoin. Voilà, comme voilà, tous ceux qui ont été victimes. Et voilà, donc j'ai pas de date, mais je voulais juste vous dire ça. Du coup, vous avez entendu l'appel, c'est à vous. Bonsoir à tous. Merci déjà d'être venus. Moi, au départ, je suis militant syndicaliste. J'en avais marre de bouffer de la manif merguez. Donc, je me suis dit, je vais aller avec les Gilets jaunes. Et j'ai retrouvé le goût, finalement, d'envahir la rue. J'ai vu 20 000 personnes dans la rue de Bordeaux. Ça, c'est quand ils annonçaient 1500 à la télé. Mais nous, on voyait bien comment ça défilait. Et puis, j'avoue, parce que j'ai plus trop l'âge, à partir de 17h, j'allais au pub quand ça commençait à gazer, à attaquer un petit peu. La fameuse politique centriste, qu'on connaît tous. Je pense que si Marine, elle était passée, elle n'aurait pas eu autant de moyens, ceci dit entre parenthèses. Donc la politique centriste, on a bien vu ce que ça a donné. Ça, c'est comme quand on nous racontait qu'Hollande, il était à gauche. Enfin bon, moi, je fais une parenthèse là-dessus. Mais on voit bien qu'on est rentré dans un État autoritaire qui a plus de limites. C'est-à-dire qu'ils tiennent par leur police. La police les tient. Ils les ont augmentés. Ça a coûté 300 € au départ. Et aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. On sait qu'ils ont vacillé. Parce que ça, il faut quand même l'entendre, ils ont vacillé, ils ont failli tomber parce que les Gilets jaunes sont venus dans la rue. Et ça, surtout, ils ne pouvaient pas le tolérer. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans cette répression. Ça a commencé avec les grenades, les flashballs. Ça a été à Bordeaux, après, ils ont mis les amendes. Moi, je sais qu'on est quoi, à 250, 300 pelés tous les samedis à être encore là. J'y vais par loyauté. Honnêtement, je me rends bien compte qu'il y a un truc qui fonctionne plus voilà, mais je me dis ça va re-exploser à un moment donné. Ailleurs, c'est obligé parce que la paupérisation, elle est là. Je fais vite et les gens, ils sont en train de crever la dalle. Mon message, c'est juste un truc, c'est la violence, elle est faite pour nous dissuader d'aller dans la rue et pour nous dissuader de voter comme il faut. Voilà. Et dans la rue, il faut y aller et dans les urnes, il faut y aller. C'est tout. Il y a une réaction par là. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens de la DAC 4 des Gilets jaunes à Montpellier. Donc, ça a été merveilleux. Il y avait Camille, effectivement, de la LDH. David, vous avez été cité je ne sais combien de fois. Vos travaux ont été mentionnés. Il y avait un des 7 ateliers était un atelier sur les violences policières et la répression d'État. Le CLAP a été cité aussi. Il y avait des camarades en jaune qui avaient des t-shirts pour Adama. Vous avez été... Enfin, tout le monde a été cité. Ce qui a été manifesté... Alors, c'est pas une question, je suis absolument désolé. J'ai posé le micro parce que je préfère dire... Désolé. Donc, ce qui a été dit, c'est que les Gilets jaunes, entre autres, subissent une violence exécutive, une violence législative, une violence judiciaire, de façon à ce que les protestataires en général et les Gilets jaunes en particulier soient enfermés dans leur violence, dans la violence sociale qu'ils subissent et dans la violence économique qui les a mis dans la rue. Il a été précisé par la suite que les actes des Gilets jaunes ne sont pas violents. Il s'agit de casse, de pillage, mais c'est de la protestation politique, de la résistance, de l'autodéfense populaire. Ce n'est pas de la violence. Il a été proposé à l'ADA que les Gilets jaunes incarcérés
soient appelés des prisonniers politiques. Et que les mutilés, pour l'exemple, soient appelés des blessés, des victimes de guerre. Les blessés par LBD et par GLIFK soient appelés des victimes de guerre. Parce qu'il y a un emploi d'armes de guerre de la part du régime, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, les Gilets jaunes de l'ADA de Montpellier ont dit à la toute fin, nous n'avons pas peur, nous ne céderons pas, rapprochez-vous des groupes de Gilets jaunes près de chez vous, nous passons à l'année jaune 2.0. Oui, bien sûr. Il y a une question ici. Ouais, j'arrive pas à parler au métro, vous allez transmettre, ouais. Sur toutes les violences, sur toutes les violences policières qu'il y a eu, vous avez peut-être la concrétisation, parce que j'attends que Macron, il a été à l'ONU, enfin moi à l'ONU j'y crois plus, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, en fait? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est fait en ce moment? Quelle est la solution? Il y a deux solutions. Soit une solution législative, soit une solution de terrain. Parce qu'ils ne proposent que ça, en fait. Parce qu'il n'y a que le terrain. Quand vous allez manifester, c'est soit c'est la peur, parce que la presse, tout ça, il n'y a plus rien, tout est muselé. Enfin, je connais d'autres pays, entre guillemets, qu'on dit plus violents qu'en France. J'étais il n'y a pas longtemps dans un pays pendant 3 jours. Je ne sais pas, mais les flics, déjà, jamais j'ai eu un fusil, une arme réelle, tout ça. Enfin, les gens sortent quand même dehors, ils sont nombreux. Mais en France, je ne sais pas. Quelle est la solution à court terme, à moyen terme, par rapport à tout ça? Alors, je ne sais pas si on aura une solution, mais des réactions, est-ce que... Myriam, peut-être? Juste, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, quand tu dis répondre dans la rue, pour les personnes qui sont déjà victimes de violences policières, c'est, comme a expliqué la dame dans le reportage, c'est extrêmement difficile de revenir dans la rue pour aller s'affronter aux forces de l'ordre ou je sais pas quoi. Donc pour les personnes qui sont victimes de violences policières ou qui ont perdu quelqu'un sous les coups de la police, il n'y a pas 50 solutions. Il faut porter des plaintes et aller devant les tribunaux. Pour les personnes qui sont victimes, il n'y a pas 50 solutions. Soit il n'y a pas de justice alternative. On peut manger alternatif, on peut bâtir alternatif, on peut faire plein de choses alternatives, mais il n'y a pas à l'heure actuelle des tribunaux alternatifs. Donc la procédure judiciaire de saisir un avocat pour aller porter des plaintes au procureur, soit contre X, quand on n'a pas le nom ou le RIO du flic qui vous a violenté, soit ou devant le tribunal administratif pour faire condamner l'État, c'est dont vous parlez Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut attaquer ou les policiers ou l'État au tribunal administratif. Ben nous, au CLAP, on encourage fortement les gens à faire cette démarche parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, après, il faut aller, effectivement, on tombe dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la vengeance ou de la vendetta et taper 50 flics avant de trouver le bon qui nous a enlevé la main ou l'œil, ou etc. Donc, pour les victimes, il n'y a pas beaucoup de choix. Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est ou ils font rien ou ils vont devant les tribunaux. Et nous encourageons chaque victime de violences policières, d'abus policiers, d'aller porter ses plaintes. À Bordeaux, il y a eu à peine 20 plaintes de déposées. C'est juste insuffisant comparé au nombre de gens qui ont été blessés. On en a accompagné un certain nombre, mais même en tenant une permanence tous les lundis, on n'aura jamais vu tous les blessés qu'il y a pu y avoir à Bordeaux et qu'il y aura peut-être si le mouvement continue. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de notre collectif. Si vous êtes sur Bordeaux, allez voir des avocats, parce que si on n'a pas de plainte, on ne peut pas dire derrière, à Bordeaux, il y a eu tant de blessés. Officiellement, il y a eu 20 procédures. Où sont les autres? Où sont les autres? Donc, tu voulais dire quelque chose? Voilà. Juste, voilà. Vous avez donc pas le choix. C'est des procédures qui sont longues, qui ne sont pas forcément coûteuses en argent, mais qui sont coûteuses en investissement, en psychologie, tout ce que disait le post-traumatisme et tout ça, mais vous n'avez pas le choix. Une victime qui reste sans justice, sans même essayer de l'obtenir,
c'est une personne qui va avoir beaucoup de difficultés à se reconstruire. Nous, on a rencontré des gens qui, des années après, n'avaient pas été portés plainte, soit parce qu'il y avait la pression du collectif, ouais, nous, on est fort et tout, on s'en fout, les flics, c'est des cons, la justice, c'est de la merde, donc du coup, je fais rien. Mais en fait, une fois qu'on n'est plus avec les copains et qu'on est tout seul chez soi avec sa gueule défoncée, la question se pose quand même, qui m'a fait ça, quoi ? Voilà, qui m'a fait ça ? Et dire que le policier est pas responsable parce qu'il obéit, ben non, quoi. En fait, le policier, à partir du moment où il désobéit pas, justement, il est responsable, en fait, avec les flingues qu'on leur met dans les mains. Il devrait partir le samedi en disant, là, je vais lever mon arme et pas tirer sur les copains. Donc, portez des plaintes, n'hésitez pas. Antoine. Voilà. Alors moi je vais juste rajouter sur ce que vient de dire Myriam, puisque voilà, nous on est vraiment dans cette situation où on est dans le système judiciaire qui est hyper compliqué. Ça va faire 4 ans, les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen. Donc moi je vous invite à quand même aller dans la rue, puisqu'on continue à aller dans la rue, et si on n'aurait pas fait tout ça avec les gilets jaunes et tous les gens qui nous ont soutenus depuis le début, si on n'aurait pas été dans la rue, aujourd'hui, en ce qui concerne la justice, on n'en serait pas là. Donc ça va obligatoirement avec. Ils ont des méthodologies pour étouffer les affaires qui ont fait leurs preuves. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts, voilà, en disant... Alors, pour faire très très court, nous avons été obligés de faire 5 autopsies. Mon frère est mort une première fois de crise cardiaque. Ensuite, il est mort d'infection généralisée. Ensuite, il est mort de... j'ai plus les termes médicaux. Enfin voilà, pour vous dire un petit peu que si jamais on laisse faire la justice et qu'on reste chez nous à attendre, eh bien, mon frère serait mort de vieillesse à 24 ans, le jour de son anniversaire. Voilà. Donc ça va avec. On continue tous ensemble dans la rue. En plus, grâce à nos avocats qui font du bon boulot, on a réussi à mettre en avant des mensonges d'État. J'ai pas peur de le dire, mais des mensonges d'État. Voilà. La 3e autopsie faite demandée par la justice, le médecin légiste affirme que mon frère a un cœur d'athlète. Donc on pose la question au premier médecin légiste, pourquoi mon frère est mort de crise cardiaque ? À un moment donné, il va falloir faire le ménage, puisque normalement, à la première autopsie, mon frère est mort d'une crise cardiaque, merci, au revoir, on n'en parle plus. Voilà, donc c'est ce qu'on vit au quotidien, encore aujourd'hui, et ils essayent de nous faire taire, puisqu'apparemment, on a pointé du doigt quelque chose qui leur font mal. Ils pensaient que ça allait passer comme dans toutes les familles. N'oubliez pas que je m'appelle Traoré, une pauvre famille d'Africains. Imaginez-vous le poids que ça peut avoir face à l'État. Là, en face de nous, on a l'État. Et on est une pauvre famille, mais qui lâche rien. Grâce à vous, grâce à tous les soutiens qu'on a depuis le début. Et on ira jusqu'au bout. Voilà. Donc, ouais, mais moi je vais répéter un peu ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, je tiens à souligner le fait que Myriam, effectivement, elle a été victime de violences policières. Elle a fait condamner l'État. C'est-à-dire que ça a été... Et ça a mis combien ? Ça a mis 10 ans ? Ça a mis 8 ans, voilà, 8 ans. 8 ans de bagarre. Même pour Rémi Fraisse, ça a mis 5 ans pour faire interdire la OFF1. Mais par contre, ce sont des gens qui, à chaque fois, n'ont jamais rien lâché. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est pour ça que moi, même si je sais que ça va être long, même si je sais qu'effectivement, j'en ai peut-être pour 15 ans, je lâcherai rien. Et croyez-moi que j'irai les poursuivre jusqu'au bout. Ensuite, on parle de qu'est-ce qu'on peut faire comme solution. Bon, déjà, je pense que le fait de manifester, c'est une solution qui a. D'accord ? Non, vas-y. Ah, c'est après. Moi, je fais juste un peu de pub parce qu'il se trouve que le 5 décembre, il y a une grève générale et ça, c'est pas mal aussi au niveau des trucs à faire. Donc voilà, si vous. Donc si vous avez l'occasion de pas travailler du coup le 5 décembre, n'hésitez pas. Voilà. Ouais. Pardon. Ouais, bonjour à tous. Donc c'était une question. On a parlé du niveau politique, on a parlé des policiers, on a très peu parlé des magistrats, sauf un tout petit peu là maintenant. Justement, alors les procureurs, sont pas vraiment des magistrats, c'est plutôt des sous-auxiliaires de police, ça on le sait depuis longtemps. Mais les magistrats eux-mêmes, les juges, sont quasiment les seuls à pouvoir sanctionner un policier
en dehors de sa hiérarchie, ce qui est bien sûr ridicule, et pourtant, aucun ne le fait. Ils sont les seuls à pouvoir mettre en examen, ils ne le font pas. Et juste pour terminer, je veux rappeler que Ousekine a été assassiné par 3 policiers qui n'ont pas fait un seul jour de prison, puisqu'ils ont été condamnés à uniquement du sursis, par un juge. Bon, ok, accessoirement, on peut en penser ce qu'on veut, mais on a un problème de magistrat quand même en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, cet après-midi, on a appris que le procureur de Paris avait renvoyé plusieurs policiers devant des juridictions correctionnelles. Le premier, c'est celui qui a lancé un pavé, un CRS qui a lancé un pavé, il n'y a pas de victime. Le deuxième, c'est celui qui a donné une gifle. Nous parlons là des 300 enquêtes IGPN, 200 ont été transmises à la justice, l'écrasante majorité a été classée. 2, je viens de vous parler donc de ces détails, de ce pavé lancé par un CRS, il n'y a pas de victime, et de cette gifle. Quand on voit Antoine, on comprend que on est dans du carnaval, quoi. Voilà. Mais il y a quand même 18 informations judiciaires, c'est-à-dire des juges, en théorie indépendants. Nous verrons dans quelques temps combien il restera, ça ira jusqu'au correctionnel, voire assise, on verra bien. On voit malgré tout déjà, le signal est déjà extrêmement fort, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Il y a 2 morts, Zineb Redouane et Steve, dans le cadre du maintien de l'ordre. Il y a 24 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main, dont une devant vous. Et pour l'instant, au bout d'1 an, on nous parle d'un policier qui va être envoyé pour un jet de pavé et un autre pour une gifle. Donc ça, c'est à chacun d'entre nous de se saisir. C'est-à-dire, c'est à chacun d'entre nous, ou d'entre vous, d'aller aux comparutions immédiates. La justice est rendue en notre nom, au nom du peuple. Mais si le peuple déserte les prétoires, si le peuple déserte les bancs, la justice passe d'une manière qui n'est pas tout à fait juste. Donc il y a une part de responsabilité individuelle et collective pour faire pression. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Sur les violences policières, je pense que le premier problème, c'est l'IGPN. Parce que c'est l'IGPN qui va mener les premières enquêtes. Et clairement, elle ne mène pas des enquêtes très efficaces. Hein. Oui. Et il y a même des cas dans lesquels on voit qu'effectivement il y a eu des caviardages. On voit le temps qu'ils mettent pour les différentes enquêtes. Je sais qu'il y a dans Justice et Vérité pour Wissam, il y a eu un ordinateur qui a été vidé pendant que c'était entre les mains de l'IGPN. Il y a tout un tas d'éléments comme ça. Le problème, c'est que après, on peut avoir un juge d'instruction qui va mener l'enquête une fois que l'IGPN aura mené sa propre enquête. Mais plus on tarde pour avoir une enquête qui est complète, plus c'est difficile d'avoir tous les éléments en place. Plus vous attendez, plus c'est compliqué. Les vidéos, l'IGPN n'a pas demandé les vidéos. Maintenant que les 2 mois sont passés, quand le juge d'instruction il va arriver derrière, il n'y a déjà plus les vidéos, donc on les efface. Et ce qui est normal qu'on les efface. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne les demande pas dans les délais. Et ça, c'est le premier problème qui se pose. Donc si les juges ils arrivent avec un dossier qui est vide, ça va être compliqué en plus si on n'arrive pas à identifier le policier, c'est compliqué. Ce qui se passe pour Zineb Redouane à Marseille, je veux dire, on va inspecter les lanceurs de balles de défense, ok. Bon, on les inspecte tous, sauf un. Ok, parce qu'il faut l'utiliser sur le terrain, vous comprenez, d'accord, parce que ça manque des lanceurs de balles de défense. Et ensuite, forcément, c'est cautionné par une hiérarchie, etc. Les juges derrière, eux, ils ont... je crois pas qu'il faut remettre en cause la question, c'est pas la question de leur indépendance, parce qu'ils ont statutairement, ils sont indépendants, du point de vue de leur carrière, ils peuvent mener une carrière de manière tout à fait indépendante. Par contre,
c'est des gens qui évoluent dans un certain milieu, dans une certaine classe, une certaine idéologie, et qui ont pas la même vision du monde que les autres. L'un des problèmes, et ils croient l'État. Ça, ils le croient beaucoup. Ils ont une culture. C'est une culture qui est le problème. Et nous, ce qu'on a vu du point de vue des condamnations des Gilets jaunes, c'est que le problème, c'est beaucoup la question de la preuve. Et au niveau des preuves, ils acceptent la parole. Voilà. Et là, il y a une vraie culture à modifier. Et c'est pas le plus simple. Ici, Héloïse, ici, il y a quelqu'un. Je passe le micro à la personne. Oui, j'ai vu. Oui, bonjour, merci d'être là. Je pense que la fonction de la violence est très importante, c'est de diviser la société entre soumis et insoumis. La violence souffle la question sociale. Une fois qu'on parle de la violence exercée par le pouvoir, et on ne parle plus de la question sociale, qu'elle soit en banlieue ou qu'elle soit dans les mouvements sociaux en général. De plus, la violence, comme la justice, isole. Le mouvement social, il fait du collectif. On se regroupe. La grande richesse du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir créé des lieux communs. Ce que la société détruit, les lieux communs des ronds-points. Quand on subit une violence, le parcours médical, il l'isole. Le parcours judiciaire, il dure des années, il l'isole. Donc tout ça, c'est très important pour détruire. Et je pense que ce qu'a dit le camarade sur l'ADA, sur la guerre est très important aussi. C'est la guerre sociale. Parce que nous avons ici un système politique qui est à bout de souffle. Regardez la violence des journalistes pour défendre la démocratie représentative. Que représente-t-elle? Plus rien. Donc effectivement, nous avons une guerre sociale qui a volonté de faire taire et de soumettre. Et donc face à ça, je pense, le camarade disait, la rue ou les urnes, il faut y aller. Je trouve que les urnes sont très étroites à mes épaules. Quand on voit la largeur de la rue, quand on voit le monde, nous avons à inventer effectivement et à l'horizontalité de l'avenir. Enfin, pour dire un dernier mot sur l'importance de la police et de l'armée. On parlait de la réforme des retraites et la grève. Il y a un régime spécial pour qui est prévu dans le nouveau régime? Pour les militaires et la police. Nous voulons un régime spécial pour tous et toutes de façon égalitaire. C'est ça la question. Pourquoi le régime ne tiendra que par la violence de sa police et de son armée? Nous sommes dans une guerre, c'est ça la question fondamentale, c'est de prendre conscience, et nous en avons du mal, et j'accède à cette difficulté de comprendre que le pouvoir qui nous entoure, dans lequel nous vivons au quotidien, il est contre nous. Il veut nous soumettre, et ça, nous avons du mal à l'accepter, et pourtant, petit à petit, nous allons l'accepter ou nous soumettre. Oui, bonsoir, Pierre d'Ambarès-Sainte-Eulalie. Je regrette de ne pas avoir vu le film, et j'ai pas pu rentrer, mais bon, je vois qu'on peut poser quand même des questions, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, on parlait de l'essentiel tout à l'heure. Je crois qu'en fait, en déroulant la violence telle qu'elle se passe actuellement dans tous les pays, parce qu'au regard de ce qui se passe dans le monde, on voit bien que dans les différents pays, les revendications sont les mêmes. On s'aperçoit que les violences faites à ceux qui manifestent sont les mêmes, et ils utilisent exactement les mêmes méthodes à l'autre bout de la planète que ce que nous subissons aujourd'hui. C'est vrai que le seul écart, c'est qu'il n'y a pas encore de balles réelles qui nous sont tirées dessus, mais je crois que c'est la seule différence qu'il y a encore avec ces pays-là. Et ce que je remarque aussi, c'est que ces pays-là n'ont pas obligatoirement la même politique. Donc, est-ce que, pour moi, l'essentiel, ça ne serait pas les donneurs d'ordre? Les donneurs d'ordre, c'est quoi? C'est le capital, en fait, qui veut nous imposer ce modèle de société qui consiste à nous diviser, à nous appauvrir et à nous rendre plus ou moins inhumains, si on va par là, puisqu'en fait, on se regarde en chien de faïence. Toi, tu es d'une certaine couleur, alors je te regarde différemment, et c'est ce qu'ils cherchent. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les pouvoirs politiques, même s'ils sont différents dans les différents pays, on se retrouve avec les mêmes répressions, avec les mêmes revendications des peuples. Donc pour moi, le premier responsable et celui qu'il faut viser et qui est derrière cet écran, pour moi, c'est le capital.
c'est celui qui, effectivement, donne ses ordres aux politiques et qui, lui, utilise l'instrument qui est la répression. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cela? Puisqu'on n'a pas parlé du capital encore. Là, on a parlé des effets, c'est-à-dire de ceux qui sont blessés, des répressions qu'on subit. On a parlé des policiers qui nous font subir leur violence. On a parlé, effectivement, de nos politiques qui donnent des ordres par l'intermédiaire des préfets. Mais en fait, on a peut-être oublié celui qui est à la tête de tout ça, qui est le capital. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais tourner le micro. Si je résume, votre question, c'est à qui servent les violences policières? Bah, effectivement, oui, c'est... Enfin, je vais faire un peu vieux communiste du haut de mes 27 ans, mais à un moment, c'est la bourgeoisie à qui que ça protège le mieux. Effectivement, qui sait qu'on a rien à foutre des gilets jaunes, qui sait qu'on a rien à foutre des quartiers, qui sait qu'on a rien à tirer, qui veut juste pouvoir aller faire ses courses le samedi, voilà, et pas se faire emmerder. Ouais, c'est la bourgeoisie. Et effectivement, c'est eux qui sont protégés par notre gouvernement. Et le problème, c'est que derrière, bah ouais, nous, quand on réclame un minimum pour vivre, quand on réclame, et ça, qu'on soit gilet jaune ou quartier populaire, parce que les quartiers populaires aussi, ils réclament juste au moins d'être traités comme tout le monde et et d'avoir de quoi vivre comme tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, le combat, il est le même, mais vraiment. Donc, bah ouais, évidemment, qui est protégé, bah voilà, les bourgeois et donc tous les capitalistes qu'il y a derrière, évidemment. Moi j'ai une autre question, c'est qu'on voit que la violence, elle se développe et elle est exponentielle avec les armes. Alors là on parle de violence d'État, mais il y a aussi la violence municipale, et là ce sont les maires qui équipent les policiers de pistolets, et donc qui eux aussi ont un pouvoir de violence envers les citoyens, envers les habitants. Et hier, le maire de Bordeaux a déclaré qu'il veut armer les policiers municipaux. Donc on n'en est pas sorti d'éviter les balles, en fait, quoi. Non seulement on n'est pas sorti d'avoir des balles. Moi hier, j'étais rue Sainte-Catherine. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. C'est pas rien, il y a quelqu'un qui a l'air énervé. Vas-y Myriam, continue. Est-ce que tu veux tirer de flashball? Hier, j'étais rue Sainte-Catherine. Je marchais un peu la tête baissée, puis à un moment, je me suis relevé, j'ai vu du bleu à côté de moi, j'ai fait un petit pas de côté, parce que moi aussi, je suis comme la Sana, parfois quand je suis seule et que je vois du bleu, je me mets un peu de côté, on sait jamais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les policiers municipaux. Mais s'il n'y avait pas marqué police municipale derrière, en fait, j'aurais pas fait la différence avec les flics nationaux. Il y a 20 ans ou 30 ans de ça, quand j'ai commencé à militer, parce que malgré tout, je commence à faire mon âge, la police municipale, elle avait un petit bâton, un petit carnet de contravention, une petite caquette. Quand on était dans la rue, elle disait attention, cachez-vous, voilà la police nationale. Vous avez fait quelque chose de pas bien, je devrais vous verbaliser, mais bon, hein, vous allez plus loin, ça devrait bien se passer. C'était ça la police municipale à Bordeaux il y a donc 20 ans. À l'époque où les fosses du désordre s'appelaient encore les gardiens de la paix, et qui essayaient quand même plus ou moins de nous la foutre, comme disait notre ami Coluche, quoi. Donc on a vu aussi une militarisation de la police municipale qui dit bien le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Même les mecs qui foutent des contraventions, ils sont avec des rangers, un pantalon militaire, et ils sont comme ça sur leur vélo. Donc même dans leur posture, ils sont devenus deux flics à Miami, super équipés, ils marchent comme des cow-boys, donc voilà. Donc quand on se promène dans la rue de Bordeaux, effectivement, entre la police nationale, la police municipale, l'opération Sentinelle et les mecs qui vous collent des amendes, ouais, quand même, on se sent pas forcément hyper à l'aise, quoi. Pardon. Une petite précision, la police municipale a interdiction de faire du maintien de l'ordre. Ce qui détermine bien la question politique du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que l'État vraiment veut conserver cette prérogative qui est celle du maintien de l'ordre. Sur l'armement, ce que tu viens de dire est tout à fait exact, et ça va même plus loin que ça, puisque on sait qu'aujourd'hui, certaines polices municipales sont équipées de flashballs, et en fait, c'est le second marché, puisque c'est des flashballs qui étaient utilisés par la police nationale, qui se retrouvent
dans la police municipale parce que la police nationale considère que c'est des armes pas très précises. Donc on les donne, les vieilles armes, on les donne à la police municipale. Alors par rapport à la question du capitalisme, moi il m'appartient pas de parler comme ça de ça. Même si, bien évidemment, on peut imaginer que ce qui est très tendu en ce moment dans cette violence d'État, c'est qu'à partir du moment où l'État se désengage à peu près dans tout, quand il ne défend plus que lui-même. Donc il y a d'un côté le capital qui fait pression sur l'État, si je vous comprends bien. Il y a l'État lui-même qui semble se défendre et ne défendre que lui-même, ce qui montre l'extrême injustice de tout ça. Parce que pendant des décennies, le maintien de l'ordre était accepté. Parce qu'il n'y avait pas forcément les mêmes injustices, où elles étaient moins criantes, elles étaient peut-être moins partagées, etc. J'en reviens toujours à cette question de cette politique, de ce biais politique du maintien de l'ordre. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. C'est pour ça qu'il faut peser. Il y a des personnalités politiques dans cette salle. Il faut peser sur elles. Et contrairement à ce que vous disiez, monsieur, je crois que, sur elles et les autres, évidemment, voilà, surtout celles qui ne sont pas là, donc qui ne sont pas intéressées par ces questions-là. Par rapport à ce que vous disiez sur l'ONU, moi je peux vous dire, j'ai eu la chance d'être reçu par un rapporteur de l'ONU au printemps à Paris. Eh bien, le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, l'ONU, qui sont plutôt du côté du capital, c'est là où c'est compliqué, ont quand même méchamment, d'un point de vue français, méchamment attaqué la France. La réponse de la France a été en dessous de tout. Et j'en viens à l'ONU, au rapporteur. Que me disait ce rapporteur? Il s'appelle Michel Forst, il m'a autorisé à raconter cette anecdote. Son inquiétude, c'était non seulement que la France réponde si mal à l'ONU en disant « circulez, il n'y a rien à voir, nos LBD, ils sont super, on a mis des caméras, il n'y a aucun problème, tatati, tatata, on est le pays des droits de l'homme, donc de toute façon, on est au-dessus de tout ». C'était à peu près la réponse du Quai d'Orsay officielle donnée à l'ONU. Eh bien, l'inquiétude de l'ONU, et on l'a vu plus tard avec le Chili, c'était que des dictatures disent à partir de ce printemps, mais nous on fait comme la France. 1, on tire, et 2, on ne vous répond pas. C'est ça la responsabilité que nous avons. C'est ça la responsabilité que nous avons. Oui, bonsoir David, j'aurais 3 petites questions à vous poser. Ouais, je voudrais poser quelques questions. Oui, David, bonsoir. J'ai 3 petites questions à vous poser, s'il vous plaît. La première, c'est la première fois que j'ai entendu vos travaux au travers des médias, des différents supports. C'est effectivement, vous officialisez quelque part la violence policière, la répression. Et ça m'avait, à l'époque, tout début, en fait, je trouvais ça assez impressionnant et je me suis posé cette question-là, c'est comment vous le viviez au quotidien, comment les gens sur qui vous enquêtez vous considèrent. Est-ce que vous subissez des pressions des politiques ou des corps de police? Ça, c'est ma première question. La deuxième, au regard de toutes vos analyses, de toute votre enquête, comment vous voyez évoluer les choses dans les mois qui viennent, dans les années qui vont arriver? Et la troisième et dernière question, c'est est-ce que vous pensez que les politiques aujourd'hui de ce quinquennat pourront répondre de leur politique, enfin de leurs actes, de leurs propos à l'avenir, juridiquement, enfin judiciairement parlant, ou est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'ils pourront répondre plus tard de leurs actes, quoi? Voilà. Waouh. Alors la troisième question, ben non. Puisque quand vous êtes ministre ou quand vous êtes président de la République, vous n'êtes a priori pas attaquable pour des raisons qui seraient longues à expliquer, mais
Voilà. Donc je vous réfère au sang contaminé, etc. Bon, voilà. Donc non, il n'y aura pas, sauf. Voilà, il n'y a pas de responsabilité individuelle de tel ou tel. En revanche, la sanction, elle peut être dans les urnes. J'appelle pas là à voter, c'est pas la question, mais il peut y avoir cette sanction-là. La deuxième question, c'était... La première, c'était sur les pressions, et la deuxième, c'était... Comment ça va évoluer ? Ah, comment ça va évoluer ? J'en sais rien, j'en sais strictement rien. Ce que je vois, c'est qu'on a une poussée sécuritaire, on a une poussée fasciste, on a une police qui est de plus en plus d'extrême droite, ouvertement d'extrême droite. On a une police qui se cagoule, qui enlève ses matricules. Donc on a une police, malgré tout, qui devient une milice. Je veux dire, c'est tout. Bon. Non, mais dans le même temps, vous avez aussi des syndicats de police qui s'inquiètent. Vous avez aussi et qui sortent des documents. Il y a des affaires qui sortent. On est, je sais pas, 150 personnes ici. Donc il y a une prise de conscience. Il y a des familles endeuillées qui ont une force inouïe, comme la famille Adama, qui porte des combats. Il y a des gilets jaunes qui se réunissent et qui comprennent que la violence policière, c'est pas un symptôme, ça fait partie d'un tout. Et tout ça, cette prise de conscience peut faire partie de la réponse. Voilà. Mais ça va mal. Je vous le cache pas. Vous le savez tous. Voilà. Première question. Écoutez. Est-ce que dans un lieu public, je vais faire état Ton silence, David, veut tout dire. Héloïse Tabata ? D'accord, d'abord et ensuite. Bonjour David, tu as abordé rapidement ce problème. Je voulais savoir si dans tes connaissances au sein de la police, c'est quand même des forces républicaines, donc qui sont là pour défendre à la fois effectivement l'État, mais également les citoyens, le peuple. Il y avait des voix discordantes sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors là aussi, ça fait partie des tendances. Je pense que tu as senti la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, les syndicats de police qui sont extrêmement importants. Un, parce que ce sont la courroie de transmission du ministère de l'Intérieur, et deux, parce qu'en fait, ils sont co-gestionnaires de la police. C'est eux qui, un peu comme dans l'éducation nationale, qui co-gèrent les mutations, les carrières, etc. Les policiers se syndicalisent à un taux soviétique, pas par conviction politique, mais parce que c'est pour leur carrière, etc. Il y a 20-30 ans, vous aviez à peu près jeu égal entre les syndicats dits de gauche, de police, et les syndicats de droite. Une vision d'un côté autoritaire plus, et de l'autre peut-être plus républicaine. Aujourd'hui, les résultats électoraux, syndicaux, démontrent que les voix de gauche discordantes ont un peu fondu, même largement fondu. Ce qui n'empêche pas certains syndicats tout à fait minoritaires, qui font du 0,5%, du 1%. Donc il y en a 3, Vigie, CGT Police et Sud Intérieur, qui essaient de porter, un peu l'UNSAM, enfin bon, il y a eu des histoires, qui essaient de porter un autre discours. Mais vous avez raison, là on parle de la police par commodité. Dans la police, il y a des courants, et il y a des courants républicains. Seulement, ça suffit pas. La République, c'est pas une pensée magique. La République, c'est aussi la guerre d'Algérie, je veux dire. Donc, ça suffit pas. C'est déjà ça, mais ça suffit pas. Ces voix-là sont malheureusement, j'en arrêterai là, j'ai l'impression, par rapport à ce que je voyais il y a une vingtaine d'années, de plus en plus soumises à l'esprit de caserne, à la loi du silence, à une souffrance. Vous avez tous entendu parler des suicides chez les policiers, etc. Les millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées, etc. Toutes ces questions-là traversent ces gens-là et n'amènent pas forcément beaucoup de sérénité. Dans la hiérarchie. Oui, Alliance, Synergie, etc. Certains syndicats de commissaires.
Je dirais que dans la hiérarchie, il y a peut-être un petit peu plus de débat, de modération, on peut dire ça. Oui, non, ça existe. Les policiers qui me parlent ont plutôt ce biais-là. C'est évidemment. Ça n'est pas univoque, unibloque. En revanche, ils sont où les policiers pour se soulever contre ce qui est en train de se passer? Ils sont où dans l'affaire Adama? Ils sont où? Je rebondis sur ce que vient de dire. Nous, on a fait un appel aux policiers, même cagoulés, même à visage masqué, de se révolter s'ils étaient contre un peu toutes ces violences policières. Puisque, moi j'estime qu'il y a des bons policiers, j'espère. Il n'y a pas que des policiers pourris. Mais je me pose vraiment la question, puisqu'on ne les entend pas. Et par contre, on les intègre à toutes les bavures policières, à toutes les violences policières. Donc moi, je sais pas, moi je serais à leur place, je serais un bon flic. À un moment donné, j'aimerais me différencier de mon collègue qui fait un peu n'importe quoi. Ouais. Moi, je préfère pas penser ça, sinon on peut pas penser comme ça. Moi, j'espère pas quoi. J'espère que il y a des même si je suis pas la bonne personne aujourd'hui pour répondre à ta question, parce que si moi on me demande, j'ai l'impression qu'ils ont tous les droits et ils le savent. Aujourd'hui, il y a aucun flic condamné et j'ai l'impression que mettez-vous à leur place. Tu peux faire ce que tu veux, quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Alors quand on a ça dans la tête, en plus avec une arme dans la poche, Moi, à mon avis, aujourd'hui, ils sont tellement protégés. Nous, on a affaire aux gendarmes. Donc c'est pas l'IGPN, mais l'IGGN. C'est la même chose. Pour vous dire, quand notre avocat nous a dit, mais vous avez de la chance que ce soit pas la police, parce que ils sont juges et partis. Comment vous voulez que les personnes qui ont tué mon frère font l'enquête? Enfin, faut vraiment le vivre de l'intérieur. C'est incroyable, mais vrai. Comment j'ai du mal à vraiment exprimer ce que je ressens, ce que j'ai en tête, mais vraiment c'est incroyable. Pour moi, aujourd'hui, la police a tous les droits. Il y a eu l'affaire Bentounsi qui a été jugée. Donc là, pour une fois, il y a une condamnation. Un policier a été condamné à 5 ans de prison avec sursis. Donc, il n'a pas été en prison. Vu que le procès a duré 5 ans, à la fin du procès, il a récupéré son arme et il a repris ses fonctions. Donc c'est quelqu'un qui a tiré dans le dos. Le juge, pendant le procès, a dit donc il n'y a pas de légitime défense, ça c'est sûr. Enfin voilà, en fait, la justice, c'est du théâtre. C'est n'importe quoi. Mais malheureusement, on est obligé de passer par eux. Voilà, moi, jusqu'à présent, on a fait confiance à la justice. Et on a été obligé de se défendre nous-mêmes, puisque sinon, voilà. Juste par rapport à ce que tu dis, Vanessa qui témoigne et qui a perdu son œil, Benjamin qui vient nous voir après avoir perdu son œil, Frédéric qui a perdu une main, qui vient nous voir désemparé, qu'est-ce que je lui dis? Je dis en attendant que les copains fassent la révolution et cassent tout, tu vas te démerder avec ta main. Tu vas te démerder pour avoir des indemnités, parce que si tu fais pas des recours, tu n'auras rien, tu n'auras pas d'assurance qui va jouer, etc. Tu fais quoi pour les gens qui sont immédiatement blessés? Mais je sais pas. Pose-lui la question. Je pense pas. Héloïse et Antoine, déjà, il y a ma maman qui aimerait poser une question. Oui, et qui me fait remarquer avec raison
que jusqu'à maintenant, il n'y a aucune femme qui a posé une question. C'est vrai ça. Vas-y, réponds Antoine et puis après on laisse la parole à ta maman. Alors, effectivement, je suis la première femme à prendre la parole dans le public. Beaucoup d'hommes se sont exprimés. Or, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait beaucoup de femmes gilets jaunes. Je ne sais pas, parce que moi, les gilets jaunes, je les ai découverts avec Antoine. Antoine, c'est mon fils. Mais moi, je travaille dans les quartiers depuis 30 ans. Donc, effectivement, les violences policières, moi, je sais ce que c'est. Adama Traoré, je connaissais son histoire. Malik Oussekine, moi, j'avais 23 ans. J'avais fini mon droit et j'hésitais à savoir ce que j'allais faire. J'hésitais à savoir si j'allais être commissaire de police, si j'allais être magistrate, ou si j'allais rentrer dans la fonction publique, ou si j'allais aller travailler ailleurs. Et j'ai choisi de travailler dans les quartiers. J'ai pas fait carrière. J'ai travaillé dans les quartiers, dans la politique de la ville, dans cette politique des banlieues qui est stigmatisée, qui est mise en cause et dont on coupe les moyens très régulièrement. Donc effectivement, les violences policières, je les connais déjà. Et puis il y a Antoine. Antoine, il est d'une famille de militants, parce qu'on est militants. Parce que son grand-père, il a été... mon grand-père a été résistant, enterré avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Mon père était pensionné de guerre parce qu'il s'est engagé à la fin de la guerre et il a été blessé. Parce que chez nous, mon père, il était militant des MJC, il allait s'occuper des gitans dans les camps du voyage. Parce que Antoine, la première manif à laquelle il a participé, c'était contre Le Pen, quand il a été au premier tour. Voilà, je pense qu'Antoine s'en souvient. Voilà. Donc je suis non seulement sa mère, je suis la mère d'un militant, je suis moi-même militante, mais à un moment donné, moi je travaille pour ce que vous aimez pas, c'est-à-dire que je travaille pour ce pouvoir. Je travaille pour cette organisation. Je prends des risques en parlant, très clairement. Je connais très bien le secrétaire d'État. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez Antoine qui a perdu sa main parce qu'il a osé simplement descendre dans la rue pour dire qu'il n'y avait pas de justice, parce qu'il m'a souvent entendu dire que dans les quartiers, c'était pas la joie pour les populations. Il a perdu sa main et elle repoussera jamais. Quand j'entends certains dire qu'il n'y a rien qui s'est passé, c'est pas possible. Et pourtant, là, j'y croyais pas, mais la semaine dernière, quand le procureur général a décidé d'ouvrir une enquête et qu'Antoine, avec son avocat, avait réussi à faire ça, c'est véritablement un tour de force. Vous ne vous représentez pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il a considéré que l'IGPN, qui, de façon ignoble, avait dit « on classe l'affaire parce qu'on ne sait pas qui a lancé la grenade », il a considéré que le procureur de la République qui avait suivi ça, il les a dédits. Et en droit, pour moi qui suis juriste, je peux vous dire que c'est hyper important. Donc j'y crois en cette justice. Je crois aussi dans une police. Alors, moi je connais la police depuis un certain temps et elle a beaucoup changé. En termes de recrutement, en termes d'organisation, en termes de hiérarchie. Et vous n'avez pas du tout la même police aujourd'hui que celle qu'on pouvait y avoir il y a une vingtaine d'années ou même il y a 30 ans. Vous avez des gens qui ne sont plus formés parce que de toute façon ils ne sont pas assez et on leur met des armes entre les mains en leur disant de tirer sur tout ce qui bouge. Et ceux qui sont responsables, c'est la hiérarchie, parce que ça les arrange bien effectivement. Aujourd'hui Antoine, il n'a plus de main. Il a une famille, heureusement, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué, parce que je crois que certains ont vraiment des grandes difficultés dans les blessés. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu... alors, David, qui est journaliste, ou vous, madame, dont je n'ai pas retenu le nom, mais qui est animée, Myriam. Qui est journaliste, voilà, Héloïse, voilà. Vous qui êtes journaliste, à un moment donné, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on transforme... cette prise de conscience pour l'inscrire dans l'agenda public et comment est-ce que politiquement on résout cette crise-là autrement que par des manifestations. Je ne suis pas contre les manifestations, hein, voilà. Mais c'est comment est-ce qu'on arrive à être audible quand on voit que
aujourd'hui, un tiers de la population est prête à voter pour Le Pen. L'autre tiers est prête à voter pour Macron parce qu'il est rassurant. Parce qu'il est rassurant avec son petit costume, tout va bien. Et le tiers qui reste, qui s'éclate de tous les côtés, comment est-ce qu'on arrive à le rassembler? Et il est là l'enjeu. Il est d'avoir un discours qui soit audible par tous ceux qui sont dupés par le pouvoir, qui se sont fait duper par le pouvoir, et c'est un registre politique. Donc vous qui êtes journaliste, moi quand je vois le beau travail qui a été fait, le premier reportage sur comment le pompier, là on le voit tomber, Olivier, voilà, ce film est magnifique comme ça a été fait. À un moment donné, c'est comment aussi le reste de l'échiquier politique, quel qu'il soit, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se saisissent de cette question-là? Maman, un moment, enfin voilà. Merci. Et juste, je voulais revenir sur ce qui avait été dit juste avant. Ah oui, bah. Et c'est pas facile de couper sa propre mère. J'aimerais juste revenir sur ce qui a été dit juste avant, là, sur le fait que quand on est révolutionnaire, on ne devrait pas aller sur les barreaux. Enfin, moi, je suis révolutionnaire, je vais aller au barreau, je vais aller faire les trucs, et ça m'empêchera pas, effectivement, de soutenir aussi les mouvements de révolution, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas non plus... ça prend pas tant de temps que ça, quoi. Enfin, c'est surtout mon avocat qui va y aller, lui, au barreau, quoi. Puis voilà, bah autant, franchement, on n'a pas beaucoup de cartes, autant les jouer toutes à un moment. Voilà, c'est ça. Franchement. On me fait signe qu'il nous reste 10 minutes, donc on va prendre juste les 3 dernières questions, grand maximum, en essayant d'être un petit peu synthétique. Et peut-être que pour la question de comment est-ce qu'on construit une dynamique... Alors, on avait prévu au départ de parler un petit peu du discours de légitimation des violences policières, de comment est-ce qu'on construit un contre-argumentaire. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur voilà, comment est-ce qu'on essaye de porter un discours politique. Peut-être que je peux te passer le micro, David, si tu veux réagir là-dessus en tant que journaliste. Bah écoutez, déjà, je pense qu'une réunion comme celle-ci, c'est un acte politique. C'est une façon de se compter, c'est une façon de se montrer aussi. Il y a des gens qui ont quand même un courage extraordinaire ici à montrer leurs blessures et à affronter ça. Après, chacun voit ses armes. Je suis intimement convaincu que la documentation, l'information est une des clés. Et après, chacun s'en saisit. Donc, plus les exactions policières, plus les avancées de l'État policier seront documentées par les observateurs, par les familles des victimes, par les victimes, par les témoins, plus il y aura de vidéos, plus il y aura de photos, plus il y aura de témoignages. On voit bien quand même que ce qui s'est passé depuis quelques mois, cette visibilisation, etc., est en train de modifier la donne. Alors là, on est dans un maelstrom entre des gens qui réclament justice, des policiers impunis, etc. Il faut voir sur le long terme. Le travail du Monde que vous avez cité est absolument accablant pour l'IGPN. Qui cherche trouve. Qui cherche trouve. Donc, et parce que à un moment donné, il y a une journaliste indépendante, Stéphanie Roy, qui filme, et puis il y a Monsieur Roussel qui filme dans l'autre sens, et donc ça fait 2 vidéos. Et tant pis si les caméras de vidéosurveillance, personne ne les a vues, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Donc pour d'autres, ça va être la politique, pour d'autres, ça va être les observatoires, etc. De mon point de vue, la documentation, je crois, peut absolument peser sur le débat public. Oui, alors ça, vous avez entièrement raison. Il y a ça, mais je peux aussi vous parler de gens qui ont été innocentés grâce aux vidéos. Et il est innocent. Oui, enfin non, mais je veux dire, à Paris, j'ai un cas très précis d'un jeune homme
son père est intervenu au milieu de l'audience en disant « Moi, j'ai la vidéo ». Et ça n'est absolument pas ce que vous racontez. Suspension d'audience, le procès est remis. 15 jours plus tard, le garçon, parce que ça avait été filmé, a été absolument innocenté. Mais effectivement, il y a un souci. Il y a un souci avec le fait que tout le monde filme, le panoptique, etc. On est très clair là-dessus. C'est pour ça que je parlais de Maelstrom tout à l'heure. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. Effectivement, il y a des gens qui ont été condamnés parce que les vidéosurveillances municipales ou policières ou des vidéos sur les réseaux sociaux ont permis d'identifier des gens qui sortaient d'un tram pour aller à un autre bout et puis 2 heures plus tard, et on peut reconstituer tout leur trajet, etc. C'est comme ça que, par exemple, certains des manifestants Place de la République ont été arrêtés bien longtemps après, ceux qui avaient lancé « Suicidez-vous ». Donc vous vous rendez compte, la police est capable de retrouver des gens qui crient sur une place, et parfois ils ne sont pas capables de retrouver des gens qui ont un LBD qui est dûment numéroté, répertorié, etc. Donc on voit bien qu'il y a une justice et une police à 2 vitesses. Oui, et puis si je peux compléter, documenter, ça ne veut pas forcément dire mettre en direct. Voilà. Nous, par exemple, dans les observatoires, on filme autant que possible, on prend des photos, et après, on ne diffuse pas. C'est-à-dire parce qu'on va diffuser, on va utiliser ce qu'on a pour prouver les atteintes aux droits des gens. Et voilà, donc après, ça peut se concevoir. Et il y a plein de manières de le faire. Je crois qu'il faut effectivement... en fait, il faut s'engager. Il y a un moment où il faut qu'on se donne les moyens de défendre les libertés. Il faut qu'on se donne les moyens de défendre les libertés. Et ça, il faut pas juste alors c'est bien de le dire, c'est bien de les répéter, de dire il faut la liberté, mais il faut aussi qu'on s'engage. Voilà, il y a des collectifs qui mènent ces combats. Il y a différentes formes. Ou vous-même, ça peut être un travail solitaire si vous voulez pas. Il faut faire attention à soi, mais il y a plein de choses à faire. Nous, on s'est rendu compte quand l'observatoire aussi, il faut créer un rapport de force médiatique. Il faut créer un récit, un contre-récit qui soit audible. Ça, c'est ce qui a manqué. Je veux dire, le travail que fait David Dufresne, il est tout seul pour répertorier tout. Il est tout seul. Ça veut dire que ce qu'un homme seul peut faire, je veux dire, quand on se groupe, on devrait pouvoir le faire. Donc il y a un moment, il y a des grands médias, ils auraient pu avoir les moyens financiers de le faire. On voit que le Monde, quand ils y mettent les moyens, alors c'est bien, ils le font pour Olivier Bézial, et je suis très content pour Olivier qu'il l'ait fait parce que ça va l'aider, mais en fait il y a énormément de monde derrière qui a besoin de ce travail. Nous, des fois, on se pose la question, mais en fait, il faudrait faire ce qu'ils ont fait à Le Monde, sauf que, en fait, il faut avoir les forces derrière, de traiter des centaines d'heures de vidéos pour identifier, etc., etc. Donc si on veut le faire systématiquement, il faut aussi qu'il y ait du monde dans les collectifs qui aident les victimes, dans les collectifs anti-répression, dans les observatoires, etc., etc. Donc on peut faire des choses et on peut porter un discours. Si vous me permettez, il y a 2 questions encore. Oui, alors une devant et une derrière. C'est peut-être... c'est un volet qui n'a peut-être pas été soulevé, donc c'est une question qui revient un petit peu en arrière. Quand vous évoquiez les moments un peu... Moi, il y a une réflexion de, je crois que c'était Madame Alliot-Marie, qui, lors de la révolution arabe, comme on a dit, comme on appelait ça, a dit qu'elle, je veux dire, proposait son service, ou le service de l'État français, enfin de la police française, au pouvoir politique tunisien, parce que chez nous, on savait faire. Donc, pour moi, ça a été quand même un moment un petit peu, je veux dire, tout d'un coup, ça... Voilà. Je voulais savoir si vous savez s'il y a une économie, en fait, de cette répression, en fait. Si, sur l'ordre international, ce savoir-faire se vend, et où, et comment, au-delà du prix des machines elles-mêmes, enfin, au-delà du prix des je sais pas quoi, toutes ces armes-là, est-ce que le savoir-faire policier français, sa manière de maintenir l'ordre, se vend ailleurs ? Alors, moi, je vais peut-être répondre un petit peu à côté de la question, mais en tout cas, nous, on s'est rapproché des Black Lives Matter, qui sont un peu dans les mêmes, qui subissent, une association
qui luttent contre les violences policières, et eux, de l'autre côté de la frontière, la France c'est liberté, égalité, fraternité, quoi. Donc ils sont encore en train de penser qu'ici en France, voilà, ils ne le vivent pas de l'intérieur comme nous, et c'est un peu triste. Maintenant, je sais pas ce que... Tu voulais répondre? L'exemple de Michel Alliot-Marie est parlant parce qu'effectivement, à ce moment-là, la France vendait à la Tunisie son savoir-faire. C'est pas génial d'un point de vue démocratique, si vous voulez. En fait, la France est vécue très longtemps, et on nous le sert encore, comme génial en termes de maintien de l'ordre. Hein. Il y avait le prétendu maintien de l'ordre à la française, qui est autant un mythe qu'une réalité, on va dire, mais qui de toute façon est pulvérisé. De toute façon, aujourd'hui, ça n'existe plus. Le maintien de l'ordre dit à la française, c'était deux choses: la stricte nécessité de l'usage de la force et la proportionnalité. Antoine est l'exemple devant vous que ni l'un ni l'autre n'ont été respectés. Et Antoine est un exemple parmi des centaines. Il y a plus de 300 personnes qui ont été touchées à la tête pendant les manifestations de Gilets jaunes, dont au moins, d'après mes calculs, plus de 110 par LBD, ce qui est formellement interdit. Bon. Donc, si vous voulez, sur les plateaux télé, c'est ce qu'on vous vend. La France est capable de vendre son maintien de l'ordre, etc. En réalité, c'était vrai jusque dans les années 80-90. Et en fait, à un moment donné, les autres pays, comme l'Angleterre, où, petite incise, l'équivalent IGPN est beaucoup plus indépendant, puisqu'il est rattaché aussi bien au ministère de la Justice anglais qu'au ministère de l'Intérieur, et ce qui explique que les enquêtes vont beaucoup plus loin. L'Angleterre, l'Allemagne, et en tout cas les pays comparables, se sont modernisés, ont modernisé leur maintien de l'ordre, là où... comment ? En allant... Comment ? Ouais... Pardon pour cette imprécision. En fait, la France est le seul pays européen à ne pas participer aux réunions annuelles de maintien de l'ordre, de modernisation de maintien de l'ordre, qui est en gros la désescalade, la pacification, l'échange avec les manifestants, la communication, etc., etc. Michel Alliot-Marie, bon, d'abord, on sait après qu'elle était très amie du régime. Non, mais si vous voulez, c'est bon, voilà. Elle a voulu vendre des grenades lacrymogènes, je crois, à ce moment-là, mais c'était pas. Non, ce qu'elle vendait, c'était, de mon point de vue, plus un mythe qu'autre chose. Si vous voulez. Alors après, évidemment, c'est une histoire de gros sous. Je crois qu'un LBD, ça coûte 2300 € pièce. Chaque projectile coûte de l'argent. C'est un marché extrêmement juteux. C'est un fabricant suisse qui fabrique les armes. Ce sont des fabricants français qui fabriquent les munitions. Fin décembre 2018, le journaliste Jean-Marc Manac révélait qu'il y avait eu des commandes à n'en plus finir de grenades lacrymogènes, de grenades Gli-F4, de projectiles de LBD, et que même le ministère de l'Intérieur avait passé commande pour les 6 coups. Je ne sais pas si les 6 coups ont été mis en place ici. Oui, excusez-moi. Voilà. Évidemment, c'est un marché extrêmement important. La dernière ici. C'était juste pour revenir. En fait, la question, c'est pas tant de dire aux gens qui sont là, faut pas aller au tribunal parce que on croit pas en la justice. En fait, évidemment qu'il y a des victoires judiciaires à prendre, mais par contre, la réelle victoire, elle se jouera jamais là, parce qu'en fait, le problème, c'est la justice, le problème, c'est la police, et il y aura pas de bonne justice, il y aura pas de bonne police, et à partir de là, la seule solution, le seul truc qui se passe des fois, qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est justement de descendre dans la rue, c'est de se retrouver ensemble, c'est de se battre ensemble. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, le monde, il marche, il tourne, et il tourne bien, il fonctionne. Et c'est à partir du moment où ça s'arrête de fonctionner que là, il y aura une réelle victoire. Et c'est le seul truc possible. Et ça se passe, et j'espère que ça se repassera vite, et qu'on continuera à se retrouver et à être forts ensemble. Il n'y a que ça qui peut marcher. Le seul argument qu'on avait pendant super longtemps,
pour dire qu'il fallait rien faire, c'est dire ah c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, les gilets jaunes, ça a été un truc de malade. Le 1er décembre à Paris, c'était la folie. Donc maintenant, plus personne ne peut dire que c'est pas possible. On peut plus avoir ce discours-là. C'est possible. Il faut arrêter d'attendre de dire ah ça va pas, la justice, la police, ils sont trop méchants. Ça. Mais en fait, on va se réveiller. On le sait. En fait, on le sait depuis toujours en fait qu'il n'y a rien à attendre de ces trucs-là. Donc en fait, il faut être conséquent, arrêter d'être spectateur, d'attendre de faire des listes de en fait, à quel point ils sont horribles, et il faut s'organiser. Et maintenant, c'est possible en fait. Les Gilets jaunes, ils ont prouvé ça. C'est des gens qui n'étaient pas politisés. La première semaine, ils arrivent, ils se font gazer. La deuxième semaine, ils arrivent avec des masques à gaz. La troisième semaine, c'est la folie à Paris, le 1er décembre. Donc voilà. Il y a... Allez, une dernière réaction. Une dernière réaction dans la salle. J'ai entendu. Je vous apporte le micro. Merci. Je veux dire, les Gilets jaunes, au début, ça a été possible parce que le pouvoir l'a pas vu venir. Mais une fois qu'il a compris comment ça marchait, il a envoyé justement toutes ses armes et toutes ces personnes mutilées. Et il a découragé énormément de gens de sortir dans la rue. Et qui c'est qui va aller, aujourd'hui, place Péberlan, se mettre en face des mecs de la BAC avec les LBD? Qui c'est qui va y aller? Eh ben c'est bien, c'est bien. En tout cas, moi, je vais juste vous dire un truc. Restons unis. Oui. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Il faut se battre pour tout le monde, pas que pour son propre cas, pas que juste pour son cas. Il faut soutenir tout le monde. Continuez à nous soutenir, nous et tous les autres. C'est comme ça qu'on y arrivera avant tout. Aujourd'hui, grâce aux Gilets jaunes, on est tous rassemblés. Il n'y a pas d'histoire de couleur, de religion, de n'importe quoi. Et moi, c'est ce qui me fait du bien. Et c'est ça ma thérapie, de voir qu'aujourd'hui, grâce aux Gilets jaunes et aux autres mouvements, aux autres associations, on est capable d'être tous ensemble pour un même combat. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. On est tous ensemble. Il faut qu'on continue à se battre ensemble pour mon cas, pour son cas et pour le vôtre. Parce que c'est nous, on se bat pour nous et pour nos enfants. Donc, restons tous ensemble. Voilà, sans faire de différence, c'est ça l'important. Il n'y a pas de quartier, on est tous pareils. L'avenir dure longtemps. On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là.